Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices, c'est Hervé Chesville à l'antenne, toujours très heureux de vous retrouver comme chaque semaine pour notre rendez-vous Panorama Info. À la fin de l'année dernière, j'avais évoqué dans plusieurs émissions l'espoir qu'avait fait naître la défaite du président sortant Bolsonaro et le retour au pouvoir de Luiz Inácio Lula da Silva, qui avait déjà dirigé le Brésil de 2003 à 2011. J'avais en particulier mentionné le soutien que les peuples amérindiens lui avaient apporté durant la campagne, ainsi que leur joie à l'annonce de son élection. J'avais pu mesurer cette joie en lisant les messages et en regardant les vidéos reçues du petit village Enaoenaue, où j'avais lancé depuis octobre 2021 un petit projet destiné à permettre aux enfants de ce petit peuple autochtone d'aller à l'école malgré l'absence d'une véritable école dans leur village, en dépit des promesses réitérées et jamais tenues des autorités de l'État du Mato Grosso Nord et des autorités fédérales. J'avais salué les quelques gestes forts du nouveau président, aussitôt après sa prestation de serment, comme par exemple la création d'un ministère des peuples indigènes et la nomination à sa tête d'une activiste, elle-même d'origine amérindienne, Sonia Guajajara. Mais j'étais également conscient que la victoire de Lula n'allait pas résoudre tous les problèmes du Brésil du jour au lendemain. Le nouveau président avait beaucoup promis durant sa campagne, et j'avais aussi en mémoire les zones d'ombre de ses 2 premiers mandats présidentiels, en particulier les énormes scandales de corruption dans lesquels des personnalités de son parti, le Parti des Travailleurs, étaient impliquées. Je savais également que la défense de la forêt amazonienne et des peuples autochtones n'avait pas véritablement compté parmi ses principales priorités à l'époque. Cependant, après les 4 années de présidence Bolsonaro, durant lesquelles le Brésil avait connu le pire, que ce soit en termes d'environnement, d'aggravation de la pauvreté et des inégalités sociales, de gestion catastrophique de la crise du Covid-19, de dérives démagogiques, racistes et homophobes, de violences policières et d'atteintes aux droits de l'homme, en particulier aux droits des minorités, j'avoue avoir moi aussi poussé un soupir de soulagement en apprenant la victoire de Lula. Cependant, les signes inquiétants ne manquaient pas à l'aube de ce nouveau mandat. D'abord, il y avait l'étroitesse de la victoire de Lula et la majorité obtenue par les partis conservateurs et pro-Bolsonaro au Congrès. Puis, il y eut cette terrible journée durant laquelle des hordes de partisans de l'ancien président avaient envahi les symboles de la démocratie brésilienne à Brasilia, la capitale fédérale, Cour suprême, Congrès et palais présidentiel, et ce, avant même la prestation de serment de Lula. Depuis, Lula a beaucoup voyagé à travers le monde. On l'a vu lors de différents sommets de chefs d'État et de gouvernement, en particulier au dernier sommet du G7 à Hiroshima. La Chine populaire, dont le régime continue à écraser les minorités ethniques et religieuses, a déroulé le tapis rouge pour Lula. Avant même son élection, Lula avait tenu des propos ambigus au sujet de la guerre en Ukraine, en renvoyant agressés et agresseurs dos à dos. À Hiroshima, il n'a même pas daigné rencontrer le président Zelensky, alors qu'ils étaient tous les deux présents à ce sommet. Mais le pire était à venir. En pleine crise climatique, par 283 voix contre 155, la majorité de droite et d'extrême droite
de la Chambre basse brésilienne a adopté, mardi 30 mai, une loi limitant la démarcation des terres indigènes aux zones que ces peuples occupaient lors de la promulgation de la Constitution actuelle, c'est-à-dire en 1988. Mais les représentants des peuples autochtones arguent que s'ils n'occupaient plus certaines terres en 1988, c'était parce qu'ils en avaient été chassés au fil des siècles. Ils soulignent aussi que leurs peuples ont subi maintes expulsions et tueries, en particulier à l'époque pas si lointaine de la dictature militaire entre 1964 et 1985. Cette loi, appelée PL 490, c'est-à-dire proposition de loi numéro 490, cette loi donc a immédiatement suscité l'indignation des associations et autorités autochtones. L'impact de cette loi, qui constitue un sérieux revers pour le président brésilien, pourrait se révéler très négatif pour l'Amazonie. Ce vote de la Chambre basse va à l'encontre de la volonté affichée de Luiz Inácio Lula da Silva. Le président s'était engagé, dès son retour au pouvoir en janvier, à faire de la protection des peuples autochtones et de la préservation de l'Amazonie une priorité absolue. En avril dernier, son gouvernement avait même reconnu 6 nouveaux territoires autochtones. Si cette décision, si ce vote à l'Assemblée est un revers pour le président, elle l'est surtout, potentiellement, pour la préservation de la forêt amazonienne. Selon les scientifiques, la démarcation et le respect des territoires autochtones est en effet un moyen efficace pour protéger la plus grande forêt tropicale du monde, car cela interdit de fait l'exploitation minière, agricole, les activités agricoles intensives et la déforestation des territoires concernés. Avec une politique de préservation active, les premières mesures du président Lula avaient été largement saluées par la communauté internationale. Durant les 4 années du mandat de son prédécesseur, Jair Bolsonaro, le poumon de la planète qu'est l'Amazonie, avait connu une augmentation de 75% de la déforestation, un record. Mais si Jair Bolsonaro ne dirige plus le destin du Brésil, la droite, proche des lobbies de l'industrie agroalimentaire et des grands propriétaires, les fazendeiros, est plus forte que jamais au Parlement. Le projet de loi limitant la démarcation, qui doit encore être soumis au Sénat avant d'entrer en vigueur, a été soutenu par des députés favorables à l'industrie agroalimentaire et par d'autres groupes d'opposition. Il s'agit d'un génocide contre les peuples indigènes, mais aussi d'une attaque contre l'environnement, a réagi la ministre brésilienne des peuples autochtones, Sonia Guajajara, dont le poste avait été créé, nous l'avons vu, par Lula da Silva après son élection, et dont les prérogatives risquent également d'être amputées par l'opposition dans les jours à venir. Dans un communiqué, l'Observatorio do Clima, une organisation de défense de l'environnement, a déclaré que, je cite, « La Chambre des députés a envoyé un message au pays et au monde. Bolsonaro est parti, mais l'extermination continue. Le Sénat a l'obligation de revenir sur les absurdités approuvées. » Fin de citation. Nombre de Brésiliens, en particulier les électeurs de Lula, ont été stupéfaits par le projet de loi voté par les députés, et ils considèrent qu'il s'agit là d'un véritable pas en arrière. Ils placent à présent leur espoir dans le Sénat et surtout dans la Cour suprême. Cette dernière pourrait en effet reconnaître qu'il s'agit là d'une loi anticonstitutionnelle. Beaucoup de Brésiliens réalisent que Lula et son gouvernement sont pieds et poings liés face à une Chambre des députés encore dominée par les bolsonaristes.
Bolsonaro est parti depuis 6 mois, mais son empreinte reste au Parlement, où l'on retrouve une conjonction d'intérêts contraires aux développements sociaux et environnementaux. Les députés ont adopté le projet de loi selon une procédure d'urgence, en vertu de laquelle il pouvait être voté directement en séance plénière, sans passer au préalable par des commissions. Le Brésil compte au total 764 territoires de peuples indigènes, mais environ un tiers d'entre eux n'ont pas encore été délimités, selon les chiffres de la Fondation nationale des peuples indigènes, la FUNAI. Le Parlement brésilien pourrait infliger une nouvelle défaite à Lula plus tard cette semaine, s'il approuve un projet de modification des attributions de plusieurs ministères, au détriment notamment de ceux de l'environnement et des peuples indigènes. Le nouveau texte prévoit notamment de retirer au ministère de l'Environnement des compétences concernant le cadastre des terres rurales, un levier essentiel pour surveiller et combattre la déforestation illégale, et sur la gestion des ressources en eau. Quant à la ministre des peuples indigènes, Sonia Guajajara, dont le portefeuille avait été, je l'ai déjà dit, créé par Lula, elle perdrait la responsabilité de la démarcation de nouvelles réserves indigènes qui reviendrait au ministre de la Justice. Une semaine avant le vote de la Chambre basse, le président Lula avait annoncé l'organisation de la COP 30 sur le climat en Amazonie en 2025. D'ici là, son gouvernement devra montrer des engagements plus forts en termes d'environnement. Ce vote de la Chambre basse envoie donc un très mauvais signal, tant à la communauté internationale et aux défenseurs de l'environnement qu'aux peuples autochtones. La première réaction de Lula est intervenue lundi 5 juin, qui était, et ce n'est pas une coïncidence, la journée mondiale de l'environnement. Le président a annoncé une fois de plus faire de la lutte contre la déforestation illégale une priorité. Pour cela, il a présenté un nouveau plan de lutte contre la déforestation illégale en Amazonie. Lors d'une réception au palais présidentiel de Brasilia, le président a déclaré que, je cite, « Le Brésil, en particulier grâce à la forêt amazonienne, a une grande importance dans l'équilibre climatique de la planète. Empêcher la déforestation de l'Amazonie, c'est aussi aider à réduire le réchauffement global. » Fin de citation. Le plan annoncé lundi comporte plusieurs centaines d'objectifs. Il prévoit entre autres la saisie immédiate de la moitié des zones exploitées illégalement à l'intérieur d'espaces protégés, et le plus souvent dans des territoires indigènes. D'ici à 2027, 3 millions d'hectares de ces aires de conservation seront délimités. De plus, ce plan annonce l'embauche de milliers d'analystes afin de renforcer la surveillance, ainsi que la création d'un label Amazonie afin de promouvoir l'économie durable. Ce projet signe le retour de la thématique environnementale en tant que priorité après 4 ans dans l'indifférence et l'abandon, s'est félicité Lula. Le président de gauche, accompagné notamment de sa ministre de l'Environnement, Marina Silva, faisait clairement référence au mandat de l'ex-président Jair Bolsonaro, durant lequel la déforestation annuelle moyenne a grimpé de 75% par rapport à la décennie précédente. Le programme reprend celui créé en 2004 au cours de la première présidence de Lula, qui avait été suspendu par M. Bolsonaro. Lula souhaite voir le Brésil devenir un exemple mondial en réduisant ses émissions de gaz à effet de serre et en mettant fin à la déforestation illégale d'ici à 2030. Cette lutte entre Lula et son gouvernement et le Congrès conservateur
sont suivis de très près par tous les peuples autochtones du Brésil, qui se sont immédiatement mobilisés face au projet de loi voté à la Chambre basse. Voici d'ailleurs un audio que j'ai reçu il y a un petit moment, un audio d'une manifestation qui s'est déroulée au village de nos amis Enawene Nawe. On y entend les Enawene Nawe dire clairement non au PL 490 et non à ce qu'ils appellent le marco temporal, c'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, la date de 1985 ou 88 comme étant c'est-à-dire la date de 1988 comme étant la date qui fait que tout ce qui s'est passé après 1988 ne peut pas être considéré comme légitime en termes d'occupation des terres par les tribus, par les peuples autochtones. Et cette date, cette mention fige donc l'occupation des sols à cette année 1988, qui était l'année de la promulgation de la Constitution. Ces événements au Brésil doivent renforcer notre détermination à soutenir la lutte légitime des peuples autochtones. Ces peuples luttent non seulement pour leur survie, mais aussi pour notre propre survie, pour l'avenir de notre planète, en tentant de s'opposer à la destruction de leur environnement et de leur terre ancestrale, la grande forêt amazonienne. C'est dans ce contexte qu'à Bastia, nous venons de créer, avec quelques amis, l'association Corsica Amazonia. Cette nouvelle association aura pour but de poursuivre et d'amplifier l'action que j'ai lancée il y a 1 an et demi pour permettre aux enfants Enawene Nawe d'aller à l'école comme tous les autres enfants du monde. Nous comptons bien, tous ensemble, développer et renforcer les liens que j'ai contribué à établir entre la Corse et les peuples autochtones d'Amazonie. Et je vous invite d'ailleurs, chers amis auditeurs et auditrices, à vous joindre à nous au sein de cette nouvelle association. Je vous remercie pour votre attention. Je continuerai à vous tenir au courant de l'évolution de la situation et du passage ou non de cette loi, puisque, comme je l'ai dit, le Sénat doit encore dire son mot et peut-être ensuite la Cour suprême. Je viens d'ailleurs de recevoir un message du village Enawene Nawe qui me rappelle que le peuple, je traduis directement du portugais, que le peuple Enawene Nawe est contre la loi PL 490 et le marco temporal. Cette loi, les indigènes brésiliens la détestent beaucoup. Les blancs brésiliens veulent en finir avec les indigènes et ils veulent terminer également le processus d'appropriation de la terre. C'est pour cela que le peuple Enawene Nawe dit non, nous n'acceptons pas la PL 490 et nous disons non, il faut respecter les indigènes et leurs terres. Cette loi 490 est très injuste et nous voulons conserver notre forêt
et nos fleuves vivants. Les Enaoné seront toujours contre la PL 490 et nous disons clairement que nous n'accepterons pas. Et c'est pour cela que nous vous demandons de relayer la préoccupation de la communauté Enaoné. C'est sur ces paroles reçues du fin fond de la forêt amazonienne que je vous dis, chers amis auditeurs, à la semaine prochaine.